Donc bonsoir et bienvenue pour le thème, les deux thèmes que j'ai choisis comme une sorte de défi, c'est donc courage et propreté. Ce que j'ai réalisé aussi, c'est qu'au fond, les deux sont prétexte aussi à être tabous. Hein, il y a le tabou du contraire, évidemment, du courage qui serait la lâcheté, quelque chose qui renvoie à de la honte, à de la culpabilité plutôt, et le tabou autour de la saleté, de l'hygiène, de la propreté, qui renvoie à plus d'intime et qui renverrait à de la honte. Hein, c'est une première opposition que je fais entre les deux. Ce qui m'intéresse, c'est bien sûr à la fois de voir la spécificité de chacun de ces concepts, la spécificité évidemment aussi dans les opposés qu'ils représentent, j'y reviendrai bien sûr, de voir en quoi ils se répondent, mais surtout, je crois que la découverte que j'ai faite avec ce travail, c'est de voir combien ils sont quasiment interchangeables. C'est ce que je disais déjà dans État de veille, et ça pour moi ça a été une découverte très passionnante, notamment avec donc, les deux personnages d'Antigone et de Créon. J'y reviendrai. Ensuite, j'aimerais voir aussi en quoi, à partir de ces tabous, on peut voir toute l'évolution de ces deux termes, le courage selon la succession, bien sûr, des périodes, des étapes de notre histoire et des histoires précédentes, mais surtout, ce qui m'a le plus passionné, et je parlerai aussi de ces livres passionnants sur l'hygiène, etc., j'ai retrouvé, un peu comme si j'avais méconnu ça, que toute cette évolution de la propreté, ça avait aussi à voir, bien sûr, avec l'histoire sociale, politique, etc., mais aussi avec l'histoire des maladies, des épidémies. Hein, et chacune des épidémies a été aussi l'occasion d'une réflexion différente, de pratiques différentes, d'évolution de la médecine, mais aussi de l'urbanisme. Et j'avais ignoré jusqu'à présent, effectivement, l'importance, par exemple, de la petite vérole qui, dans certaines villes, à certains moments, avait touché, enfin mortellement, 20% de la population. Hein, pour moi, j'ignorais ça, c'est un peu comme si c'était évidemment dans une période qui ne m'intéressait pas. Donc aujourd'hui, évidemment, nous avons d'autres épidémies dans d'autres lieux, mais aussi il y a eu bien sûr quelque chose qui a à voir avec le sida. Et le sida aussi a été une occasion de réflexions différentes, de pratiques différentes, de peurs différentes. Donc le commun dénominateur, c'est le mot de peur, hein, peur. Et peur, ça peut être à quelque chose qui renvoie, alors je le disais tout à l'heure, à la prudence, à la paresse aussi, à des comportements de défi, mais aussi beaucoup à des comportements de contrôle. Et c'est ça que j'ai voulu illustrer en commençant à parler d'écologie, de médecine, c'est-à-dire ma peur, je peux soit la transformer en quelque chose qui va me rendre plus vigilante, plus créative aussi, mais un des travers des modèles que nous avons et de la façon de nous servir de la peur, c'est d'en faire finalement un prétexte à contrôler. Donc je voyais ça surtout par rapport à la santé, comment nous pouvons contrôler, notamment je prenais l'exemple, j'en aurai d'autres, mais je prenais l'exemple des antibiotiques, dont l'usage excessif s'est retourné contre nous et se retourne contre nous par rapport évidemment à la confiance que nous pouvons faire à notre capacité à cicatriser, à réagir et à métaboliser. Et là, un mot que je n'ai pas dit encore, c'est celui du mot important pour moi en médecine, et je me souviens des études que j'ai pu faire à ce sujet, que la santé, c'est d'abord une histoire de capacité à éliminer et certainement pas de capacité à thésauriser ou à retenir. Un bébé qui ne mange pas, c'est pas inquiétant. Un bébé qui ne fait plus pipi, ce sont les urgences tout de suite. Hein. Donc ça nous remet un petit peu dans cette idée, que ce soit encore une fois pour la santé physiologique, mais aussi pour l'urbanisme. C'est une ville où on n'est que dans la construction et pas dans le traitement effectivement de l'élimination. C'est quelque chose aussi qui peut arriver jusqu'à l'asphyxie. Évidemment, pour plein d'autres sujets, ça répond à la même urgence de donner priorité à la capacité à éliminer. Est-ce que ça vous parle à tous, hein? Mais nous l'oublions quelquefois avec quelque chose de pléthorique, avec quelque chose de conservation, avec même dans nos, pas seulement dans l'urbanisme, mais dans nos placards, dans nos caves, dans nos greniers. Nous sommes là aussi en contact avec quelque chose de plus individuel, mais de bien concret. C'est est-ce que nous nous entraînons à éliminer autant
que nous avons la tentation d'accumuler. Je laisse à chacun voilà. la peur de manquer, qui sera donc ma 22e conférence, hein, peur de manquer, alors que le mois prochain c'est dépression et souffrance, souffrance et dépression. Mais bien sûr je vais revenir à la peur de manquer, car je vous rappelle effectivement que le fil rouge de cette année pour les états de veille et les conférences, c'était les blessures du manque. Là, nous sommes à fond dans cette peur de manquer qui nous rend quelquefois compulsifs, et dans une sorte de résistance effectivement à ce mouvement d'échange et d'élimination, mais pour plein d'autres sujets, pas seulement dans nos placards. Hein. Exactement comme lorsque je traite de sujet de la mémoire c'est d'abord un outil d'élimination, d'oubli. Si je n'oublie pas, il y a quelque chose qui va dysfonctionner dans cette faculté effectivement de trier ce qui va, de garder ce qui va m'intéresser et d'éliminer ce qui ne m'intéresse pas. On sait bien qu'il y a des pathologies mentales qui ont à voir avec tout retenir et bien sûr tout encombrer dans l'esprit. Voilà. Donc ça fait du bien de temps en temps de savoir que la mémoire, c'est d'abord une faculté d'oublier. Voilà. Et la santé aussi, une faculté d'éliminer. Voilà, donc vous avez bien entendu déjà combien j'ai eu à cœur, avec ces deux concepts, de retravailler sur la façon de combiner ordre et désordre, conservation, élimination, et puis ensuite le fil de l'année dernière qui était oui, mais pas trop, parler mais pas trop, comprendre mais pas trop, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose à quoi je crois comme une sorte de référence, de réflexion. Et puis, bien sûr, et cette année, donc les blessures du manque, en quoi est-ce que nous aurions peur des opposés du courage et des opposés de la propreté, en quoi est-ce que nous serions effrayés de manquer de courage ou de manquer de propreté. Hein, notamment avec les enfants qu'on voudrait vraiment récurer, laver tout le temps, alors, au risque d'oublier qu'il y a quelque chose de spontanément du côté de la santé, d'éviter trop de savon, trop de shampoing, trop de ci, trop de ça. Bon, j'enfonce une porte ouverte peut-être, mais avec les pubs que nous avons, ça serait bien quand même de revenir à cette sagesse-là, sans être dans notre excès. Donc là aussi, bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est une forme de sagesse, de bon sens qui viendrait trouver une sorte d'équilibre entre tout ça, à la fois du côté du courage, du côté de la propreté, d'arriver à quelque chose qui nous semblerait juste avec quelque chose de la mammifère que je suis, bien sûr, et de celle qui est capable de réfléchir et de penser, et capable aussi d'utiliser tous les outils qui nous sont proposés avec un minimum de raison, de sagesse, de bon sens, encore une fois, je reviens à ça. Alors, je vais bien sûr dire un mot de chacun de ces concepts. Je vais dire en quoi je les trouvais intéressants dans les opposés. Et bien sûr, en quoi nous pouvons les associer et trouver aussi quelque chose d'un terreau. Oui, je vais revenir au terreau de santé, dans tous les sens du terme. Alors, quand je parle de... Je vais commencer par propreté. Quelque chose. J'ai quelques mots évidemment à partager comme une illustration. Alors, je vais conserver quelques mots là. Quand je parle de propreté, donc je parle bien sûr d'hygiène. Je vais trouver ma feuille qui parle de ça. Non, elle n'est pas là. Sinon, ça m'a vraiment étonné le nom de ta conférence, Agnès. Oui. Courage et propreté. Oui. Moi aussi. J'aurais jamais pensé à les associer tous les deux. Ouais, moi aussi, ça m'intéresse. Oui. C'est pour ça que je suis... Et en fait, je redis ce que vous avez entendu tout à l'heure dans l'état de veille, c'est que j'ai été étonnée moi-même, surprise moi-même, d'arriver à ce duo. Et puis, je l'ai justifié dans un premier temps par mon éducation d'enfant d'après-guerre, parce que évidemment, c'était mode, c'était tendance. Mais je me suis aperçue pendant toutes ces journées de relecture, etc., que c'était beaucoup plus subtil que ça, que c'était vraiment quelque chose qui venait répondre, qui venait se répondre, les deux termes se répondaient. Et donc, c'était pas que par rapport à cette... voilà, à mon histoire et à l'éducation que j'ai reçue, c'est bien plus que ça. Notamment quand je me suis aperçue effectivement des illustrations avec l'antigone et crayon, c'était majeur pour moi. Alors, les quelques mots que j'ai envie de partager avec vous à propos donc de propreté,
D'abord, bien sûr, ça renvoie à l'intimité, ça renvoie à quelque chose de la pudeur, ça renvoie à la construction aussi de quelque chose, d'une protection de l'intégrité. Intégrité d'abord, bien sûr, par rapport à la santé, mais aussi cette pudeur qui nous permet de construire un territoire qui nous est propre et que nous n'allons pas livrer si facilement. Donc, nous pouvons voir toutes les circonstances de notre vie où ça peut être menacé. Par les questionnaires aussi, aujourd'hui par les examens, par les mots qui sont posés, enfin, etc. Bon, là, je nous laisse à chacun voir comment ça s'illustre. Je pense à une petite illustration que j'ai vue l'autre jour dans le journal. C'était dans la salle d'attente d'un laboratoire. On disait, bon, nous voulons respecter l'anonymat des personnes, donc nous n'allons pas les appeler par leur nom, mais on va dire, alors maintenant c'est le tour de la personne qui a des hémorroïdes. Voilà, c'était juste voir que nous pourrons jouer là-dessus comme ça. Voilà. Donc, ça renvoie à des choses du social, du médical, du physiologique, de l'identité, et ça, ce que je pourrais mettre sous le terme des convenances aussi, convenances sociales. Et nous voyons bien sûr tout ce qui a évolué hein, sur le vocabulaire, la terminologie. On sait bien aujourd'hui que comment est-ce que tu vas, hein, ça renvoyait vraiment à un transit autrefois. Est-ce que ça va bien? Et bien sûr qu'on a oublié ça, parce que sinon on n'oserait plus dire le mot. Oui, oui. Et donc c'est vraiment passionnant de retrouver combien la pudeur a évolué, combien le regard sur le corps a évolué, mais sans remonter au Moyen-Âge, hein, quelque chose même de nos grands-mères, quelque chose, c'était caché, effectivement, toutes les parties du corps, etc. Donc aujourd'hui, évidemment, elles seraient un tout petit peu étonnées, nos arrière-grand-mères, de voir ce qui se passe sur les plages, sur les sites, j'en passe, hein, bien sûr. Donc, aussi, premièrement, c'est quelque chose qui renvoie à l'apparence et à la sensation. Et ça ne se recoupe pas forcément. Hein, le bien-être, mais aussi le socialement acceptable, etc. Tout ce qui renvoie, là je fais juste l'évoquer et après je vous ferai lire un texte, le linge. Hein, le linge propre, sale, entretenu, soigné, rigide, pudique, etc. Et ça a tellement évolué aussi. Aussi, un autre sujet qui peut être générateur ou associé à du tabou, ce sont toutes les odeurs et tout ce qui a à voir avec le parfum. Je pense que quand on nous évoque les villes qui devaient sentir très très mauvais, nous sommes loin d'imaginer effectivement ce que ça pouvait être aujourd'hui où n'importe quoi nous aurait pu... Voilà. Tout ce qui a à voir avec, donc, tout ce qui a à voir avec la propreté, avec le dégoût. Et ça, bien sûr, j'aurais du côté, bien sûr, du courage, quelque chose qui renvoie à de l'admiration ou au contraire, mais du côté de la propreté, c'est dégoût hein, ou bien désir de quelque chose. Les odeurs, les sécrétions, la peau, et tout ce dont elle est porteuse, avec donc, toutes les maladies comme la pipérole ou toutes ces maladies qui sont graves ou pas graves, mais qui renvoient à la peur de dégoûter ou la peur d'être soi-même, dégoûté par soi-même ou de dégoûter les autres. Donc tout ce qui a à voir avec les sécrétions, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, les sécrétions de l'homme, de la femme, tout ce qui a à voir avec les bébés aussi. Et un mot-clé, ce sont les ablutions. Je vais y revenir parce que toute l'importance de l'eau. Hein, nous savons bien que l'eau, aujourd'hui, elle nous semble du côté de la purification, comme c'était effectivement dans les textes sacrés, mais pendant des années, des décennies et des siècles, l'eau était au contraire redoutée comme porteuse de malfaisance, enfin de ce qu'on n'appelait pas encore des microbes. Et donc voir combien les gens se méfiaient de l'eau et préféraient effectivement d'autres formes de soins, avec la poudre, avec... Enfin, c'est étonnant. Nous sommes tellement familiarisés avec la douche, quoi. La douche, c'est pas... Mais non, nos arrière-arrière-arrière-mères seraient effrayées de voir ce que nous pratiquons aujourd'hui quotidiennement, alors qu'elles le voyaient comme, au contraire, une source de maladie hein, ou de troubles. Donc les ablutions, la peau, tout ce qui a à voir avec le système pileux. Hein. Voyons bien... alors pour les hommes, pour les femmes, les cheveux, les poils, etc. Avec aussi beaucoup d'alternance et aussi d'absolu. Hein, aujourd'hui, pour nous les femmes, qu'est-ce que c'est le système pileux? Les hommes en rajoutent du côté de la barbe et nous, qu'est-ce que nous supprimons? Aussi donc, à la fois place de la maladie, peur de la maladie,
fonction de la maladie, comme un des exemples assez banals, c'est celui de la réjouissance que je peux avoir aujourd'hui, avoir eu quand mes enfants étaient petits, qu'ils aient des maladies infantiles comme occasion de construire un système immunitaire, alors que c'est par ailleurs tellement redouté. Mais est-ce que c'est pour des raisons autres que celles du confort? C'est-à-dire un enfant qui a la rougeole, etc., il provoque un désordre dans l'organisation de la maison, il va falloir poser des jours, il va falloir trouver une nounou, etc. Alors que spontanément, nous savons bien dans une partie de nous que c'est aussi quelque chose de sain dans cette construction, dans cette façon de se préparer à affronter effectivement d'autres aléas de la santé. Autre concept que j'ai retrouvé dans les livres que je vais recommander tout à l'heure, c'est aussi tout ce qui a à voir avec le froid et le chaud. Alors, sans doute certains connaissent Thierry Casasnovas, avec donc son site Régénère, et je vois combien c'est quelqu'un qui m'a intéressé, passionné, sa curiosité, ses audaces, mais le jour où il a parlé de prendre une douche glacée, le jour où il a parlé de 3 degrés, je vois qu'il y a quelque chose chez moi qui a calé, mais qui fait référence uniquement à mon mode de vie, à le fait d'habiter Paris, où tout est surchauffé tout le temps. Mais je vois bien que là, tout à coup, j'ai été moins loyale à quelque chose de sa façon de poser les choses. Voilà. Et j'y ai repensé parce que j'étais au bord de la mer l'autre jour, il y a ceux qui se baignent et ceux qui ne se baignent pas dans l'eau glacée. Voilà. Ensuite, sans trop le développer là, mais ça renvoyait aussi à Bachelard, c'est courage, propreté et les éléments. Les éléments tels qu'ils apparaissent et qui sont traités dans la médecine chinoise, bien sûr, mais tels qu'ils sont aussi traités par Bachelard, qui est une mine. Je vous invite à retrouver tous les livres de Bachelard. De la même façon qu'il y a aussi, dans ce thème, toutes les histoires de couleurs. Et là, évidemment, je vous invite à retrouver dans votre bibliothèque, j'espère que vous les avez, ou à les acheter, tous les livres de Michel Pastoureau, qui sont juste une mine de réflexion, de symbolique, etc. Donc la couleur blanche, évidemment, la couleur noire, la couleur rouge, la couleur bleue. Et vous savez que Michel Pastoureau a écrit un livre par couleur. Mais si vous commencez ce livre, soyez assurés que vous allez passer la nuit. Hein, c'est vraiment tellement extraordinairement documenté, et ce Michel Pastoureau, je ne sais pas si vous voyez son look, un homme un peu enveloppé, et qui est juste, qui parle des couleurs comme un roman policier. Donc ne vous privez pas de toutes ces mines de plaisir, vraiment à découvrir, à redécouvrir, et à lire le monde autrement, à lire le monde avec ses lunettes colorées, un jour avec des lunettes bleues, avec des lunettes roses, et c'est, oui, une autre façon de partir à la découverte de toute cette symbolique. Et évidemment, j'aurais bien pu commencer par ça, il y a toute la richesse et la complexité des textes sacrés, parce que selon on va dire pour le moment les 3 religions monothéistes, la relation à la pureté, à l'immaculé, à la propreté, aux ablutions est différente. Nous savons bien que la religion monothéiste qui insiste sur la pureté, la propreté, les ablutions, c'est une interro. Bien sûr. Vous avez dit judaïsme, évidemment. Ils sont... Je pensais que c'était les musulmans. Non, différemment. Après, il y a juste les musulmans, c'est vrai, mais autrement. Et après, effectivement, il y a le christianisme. Mais ça aussi, c'est intéressant, parce que dans tous les textes sacrés, effectivement, là, on va parler de souillure, comme je reviendrai tout à l'heure, de pureté. Et là, c'est pas qu'une mode aujourd'hui, mais c'est quelque chose de fondamental, et qui génère effectivement beaucoup d'autres choses dans d'autres domaines que le religieux, évidemment, social, politique, familial, conjugal. Toute la sexualité dans le judaïsme est soumise effectivement à ces lois très très sévères, très sévères, très sévères. Beaucoup plus sévères évidemment que chez les chrétiens ou chez les musulmans. Quoique les musulmans, il y a aussi, mais moins sévèrement que dans le judaïsme. Donc quand je parle de tout ça, je parle de la toilette, je parle des soins, je parle aussi de la tenue, je parle de l'élégance et des critères d'élégance, je parle de ce qui est pur et impur, de ce qui est franc, et je parle aussi de tout ce qui pourrait être terni, donc le contraire de la propreté, de la pureté, de l'initial. C'est drôle que tu parles de judaïsme, des religions.
Avec l'élégance, je trouve. Oui, Ça va pas oui, avec. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je trouve que ça va pas avec. Mais c'est bien, mais au contraire, parce qu'à ce moment-là, tout ce qui serait artificiel serait vécu comme contraire à ce naturel qui doit être aussi caché. Mais on est dans le contexte du désir, du désordre apporté par le désir, donc il y a quelque chose qui serait une menace aussi sur l'ordre. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a une passerelle immédiate entre propreté et ordre. Et ordre qui va être aussi un ordre récupéré par le courage. N'oublie pas que c'est toujours la peur des femmes, la peur du désir qu'elles peuvent provoquer, et donc c'est quelque chose qui va interdire, quelque chose qui serait trop du côté de la fantaisie, mais c'est tout le débat autour du voile. Est-ce que tu entends ça? C'est quelque chose qui serait trop du côté de la séduction, serait une menace pour l'ordre social, l'ordre conjugal. Donc bien sûr que c'est toute l'opposition entre naturel, naturel et artificiel. Donc, côté naturel, c'est du côté de la santé pure, et du côté de l'artificiel, on est du côté de la menace de la séduction. Et pour un peu qu'on repasse par la porte de la femme comme une menace, depuis toujours d'ailleurs, eh bien sûr qu'on va se méfier de ça. Bien sûr qu'on va vouloir cacher ce qui est supposé être à l'origine du désordre, parce que du côté du désir. Donc du côté naturel, on a l'hygiène, du côté de l'artificiel, on a les parfums, on a tous les artifices que je pourrais énumérer comme ça. Donc nature et artifice, hein, c'est comme ça. Et donc on a les registres, il y a la morale, bien sûr, le social, le médical, hein, et puis ensuite tout le jeu qui vient apparaître avec le théâtre. Et là, je vais opposer bien sûr la ville de Sparte et la ville d'Athènes. Dans Sparte, on est dans la rigueur, on est dans le sérieux, on est dans l'efficacité, on est du côté de la terre, alors que du côté d'Athènes, on va être du côté, au contraire de la fantaisie, du théâtre, du discours, des mots, du plaisir des mots, et du côté de la mer aussi, MER. Et c'est intéressant de voir ensuite toute la terminologie qui a continué à distinguer les deux. On parle de spartiate, on se parle du laconisme, etc. Alors du côté d'Athènes, on est complètement du côté plutôt du féminin. Alors du côté de Sparte, on est du côté du masculin. Bien sûr que je vais continuer à opposer les deux. Le côté du courage, ça nous invite à être du côté plutôt de l'homme, parce qu'on pense à militaire, on pense à politique, on pense à muscle, on pense à force, et donc on pense du côté évidemment d'Achille, hein, c'est quelque chose qui dit, ce que je disais tout à l'heure, testostérone, ça dit la volonté de conquérir, la volonté de garder le pouvoir, enfin de l'obtenir et de le garder. Donc il y a une confiance dans cette force-là. Alors que du côté de... alors que du côté de Ulysse, hein, je reviendrai, Ulysse, c'est une autre force, une autre forme de force, de séduction. On est du côté de la séduction. Achille, lui, veut obtenir, gagner, conserver, alors que Ulysse veut ruser, obtenir, se protéger, ne pas perdre surtout, ne pas perdre les avantages qu'il a eus. Donc on est du côté du stratège, on est du côté de la stratégie, on est du côté de la réflexion, de la méthode, on est plus du côté du calcul que Achille qui est du côté de l'instinct. Vous voyez bien. Et donc ça nous invite déjà à voir que nous avons à sortir d'une représentation juste masculine et virile du courage, qui serait un courage physique, alors qu'il y a le courage exploit, le courage qui est une sorte d'action, alors qu'aujourd'hui nous sommes davantage prêts à reconnaître le courage du quotidien, le courage de ceux qui travaillent dans les EHPAD, le courage de la mère de famille, le courage de tous ceux qui sont dans un quotidien qui suppose d'avoir fait un choix. Et c'est à ce moment-là aussi que nous pouvons nous interroger sur les liens entre courage et sacrifice.
Et c'est pour ça que, et aussi courage et discipline. J'ai eu à cœur de revenir. Là, le courage, dans ce qu'il a de spécifique, je prends un peu d'avance pour tout à l'heure, il suppose quelque chose qui nous dépasse, une valeur, un message à délivrer, quelque chose à défendre. Alors que la discipline, pas forcément. Je peux avoir une discipline alimentaire, sportive, n'importe quoi. Mais je suis quand même tournée sur moi dans la discipline. Le courage suppose quelque chose de la conscience de mon rôle ou de ma place dans un collectif. J'ai du courage parce que je me dépasse à ce moment-là, peut-être pour moi, mais surtout je me dépasse pour quelque chose que je veux défendre, qui a du prix pour moi. Ça peut être une valeur, ça peut être une conviction, ça peut être autre chose. Voilà. Et donc j'avais bien la discipline dont je viens de parler, le courage qui est au cœur de ma réflexion que je partage ce soir, et un troisième mot, effectivement, qui nous permet de continuer à faire des distinctions, c'est l'exploit. L'exploit, ça peut être du courage, mais c'est qu'une forme de courage. Parce qu'il peut être tourné sur lui-même, il peut être l'exploit pour l'exploit, il peut être quelque chose du côté du narcissisme ou de la gratification, et surtout, il peut être dangereusement du côté de l'ordalie, hein, ce que je vais redire tout à l'heure. Il peut être juste être en train de jouer avec un risque mortel pour vouloir se prouver quelque chose à soi, ou pouvoir défier effectivement, les dieux dans l'Olympe, à vouloir leur dire « moi je ne me sens pas tout à fait assurée d'avoir la légitimité d'exister, et grâce à cet exploit, si j'en réchappe, ça va me convaincre que les dieux de l'Olympe me donnent cette légitimité à exister, me donne le droit d'exister. » Vous voyez, donc, c'est très diversifié. Mais pour moi, quand je pense à une illustration du courage, c'est tout simplement, surtout quand je passe dans le 7e arrondissement, je pense à toutes ces personnes qui sont dans ce centre d'aveugles, à ces gens, ces aveugles qui vont dans le métro. Pour moi, c'est à la fois quelque chose de discipline, ça peut être un exploit tel que je le ressens, mais ça veut dire aussi le courage, cette confiance dans la vie, dans confiance en eux. Il y a quelque chose là qui est pour moi bien sûr illustré dans des quantités de livres, et notamment bien sûr de mon cher Hugues de Montalembert, où il parle de la façon dont il a pu dépasser des sortes de résistance, de peur, pour être dans ce pari, le pari de je vais tout de même à la conquête du monde, je vais être à l'extérieur, je ne vais pas rester effectivement dans mon fauteuil, je vais me faire confiance et faire confiance à la vie. Et là, pour moi, ça relève du courage. Est-ce que tu les as vus jouer au foot? Oui, ça, oui, ça pour moi, oui. Et skier. Et skier. Ah, j'en ai fait skier comme ça. Avec Alors, des micros, avec des limites. Je pense à d'autres de ces personnes qui ont vécu le traumatisme de perdre une mobilité, une liberté de mouvement, et qui sont dans relever un défi, là. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche infiniment. Et les militaires, justement... Oui, l'actualité nous vient chatouiller notre conscience, etc. Alors là, c'est courage... Ouais. Pour moi, quelqu'un m'a appelé tout à l'heure à ce sujet, pour moi, c'est quelque chose d'ordalique. Ouais, c'est ce que j'allais dire, moi. C'est ce que ça veut dire. Parce que là, c'est à tout bout de champ, quand même. C'est un mettons en danger mortel pour justement obtenir des dieux de l'Olympe la permission que nous n'avons pas eue de vivre, d'avoir cette légitimité. Donc, pour moi, c'est vraiment une explication que je trouve très intéressante, que ce soit pour enfin, tout ce qui nous met en risque mortel. Donc, ça peut être consommation de la drogue, ça peut être comportement alimentaire, ça peut être conduite sur la route, ça peut être des quantités de choses, soit en parachute, soit l'élastique. C'est se mettre en risque. C'est se mettre en risque mortel, comme pour confronter, enfin, pour demander, encore une fois, à supérieur, à quelque chose qui nous dépasse, une autorisation de vivre que nous n'avons pas pu intérioriser. Hein, c'est ça. C'est un concept passionnant pour moi. Voilà, et donc, évidemment, nous sommes tous dans cette interrogation aujourd'hui, avec ces exemples-là, et avec beaucoup d'émotion. Et quand j'entendais les parents, à la fois des otages libérés, mais aussi les parents de ces deux militaires, j'entendais vraiment ce père, comment je peux dire, non, pas du tout en colère, justement. Voilà, être du côté de la fierté, c'était son choix. Et je me disais, si c'était mon fils ou ma fille, comment est-ce que je pourrais réagir, voilà,
comme s'il avait manqué, je pense à d'autres personnes là que je ne vais pas citer, mais à ces adultes, qu'est-ce qui a manqué comme message à la fois de permission et aussi d'interdiction. Enfin, ça nous renvoie chacun, bien sûr, à notre propre histoire, aussi à tout ce qui s'est passé au moment de la guerre et toutes ces choses-là. Voilà. Donc, c'est jamais bouclé. Nous sommes juste en route pour tout ça. Ça renvoie, donc, ce sujet que vous posiez, honneur, dignité, fidélité, loyauté, soit loyauté à des personnes, soit loyauté à des principes, à des valeurs, etc. Et j'en profite parce que j'ai peur d'oublier tout à l'heure que sans doute vous êtes plusieurs à connaître déjà mon cher tableau de Pierre Nicolas avec donc 3 repères dans notre vie, hein, je rappelle. Il y a une route qui arrive, une route avec des arbres qui arrive, j'aurais pu faire le dessin avant, à une maison et dans le ciel il y a l'étoile. Et donc notre vie serait comparable au parcours suivi par le randonneur, le sportif là aussi, qui a donc 3 points à distinguer dans sa vie. Il y a les outils, les moyens, les étapes, etc., qui sont comme les arbres sous lesquels le randonneur va dormir. Il y a la maison qui est l'objectif que je veux atteindre, ce que je veux avoir fait quand j'aurai 100 ans et que je mourrai. Voilà. Et il y a l'étoile qui donne un sens à ce que je fais et qui donne une direction à mon parcours. Et que ce que je me disais en travaillant sur ce thème, le courage n'a pas à être mis à la place de l'étoile. Le courage, il est à la place de l'arbre. C'est une énergie, une mobilisation au service de quelque chose qui me dépasse. Mais c'est pour ça que l'exploit risque d'être juste l'exploit pour l'exploit. Et l'exploit, c'est la tentation que je trouve moi un tout petit peu, contestable, de vouloir le courage pour le courage. Et vraiment, une des choses importantes pour moi, le courage, c'est encore une fois un potentiel, un outil, une discipline que je peux mettre au service de quelque chose qui donne du sens à ma vie. Ça, c'est vraiment la chose qui m'a parlé pendant tout ce travail. Et donc ne pas confondre l'étoile avec la maison. De toute façon, rien confondre. Donc il y a les arbres comme une façon d'arriver à ce que je veux, la maison que je veux avoir obtenue, et l'étoile, c'est quelque chose que je n'atteindrai jamais, mais qui reste comme importante parce que ça donne une direction à mon chemin. Parce que parfois, on peut faire d'une valeur un absolu. Oui, et donc ça, tu sais comment on le distingue? Comment? L'épuisement, l'insatisfaction. Parce que je ne pourrais pas... Inatteignable. Inatteignable. Donc la personne, c'est drôle que ce soit toi qui dis ça, parce que la personne qui a vraiment illustré ça pour moi sur mon propre chemin, c'est un juge qui disait... Je suis désespérée parce que j'ai travaillé pendant 60 ans, nuit et jour, le week-end, etc., pour que le monde soit plus juste, et à ma mort, il n'est pas plus juste. Parce qu'il a confondu quelque chose de cet absolu de la justice avec une réalisation concrète. C'est faire passer une loi, c'est créer quelque chose qui soit avec quelque chose de concret et d'objectivement atteignable. La justice, la paix, tout ça, ce sont des directions. Mais ça, voilà. Mais le courage, et de la même façon que la propreté, ce sont des outils. Ce sont des moyens mis au service de ce que nous voulons pour notre vie. Est-ce que vous l'entendez bien? Et si vous avez écrit, soulignez. Oui. Donc, ce que je veux souligner, surtout vous inviter à retenir avec ce concept de propreté, c'est déjà la première, j'aurais dû le dire au départ, la première distinction entre sacré et séculier. Séculier avec l'hygiène, etc. Et ce qui fait le lien entre les deux, c'est le médical. Les chamans, il y a toujours eu vraiment des passerelles entre séculier et sacré dans la médecine. Je pense que c'est une évidence pour tout le monde là. Que autrefois, bien sûr, il n'y avait pas des médecins comme aujourd'hui avec des blouses blanches, c'était des chamans, c'était des sorciers, c'était des personnes qui permettaient pour soigner, pour traiter, pour guérir, etc., qui étaient supposés faire des liens, effectivement, entre quelque chose qui nous dépasse, quelque chose d'imaginaire, etc., voilà, et de sacré, et la pathologie et les symptômes.
et que c'est ce qui manque quelquefois aujourd'hui, évidemment, dans cette référence à quelque chose qui donne du sens, qui n'est pas simplement l'explication du symptôme, mais qui donne du sens, et se retrouve un petit peu, évidemment, en décodage biologique ou en psychothérapie, évidemment, qui permet de ne pas exister que comme 45 kilos de souffrance, mais aussi, nous avons même, nous les femmes, une âme. Bon, c'est une découverte assez récente pour chacun, et cette âme peut avoir un impact, et nous avons même un inconscient, depuis Freud, et ça c'est bien. Voilà. Les femmes ne pas les hommes. Non, bien sûr que non. Voilà. Donc, ça peut évidemment donner un autre sens à ce que j'appelle les opposés de la propreté. Et vous voyez bien que je nous invite là à voir comment ce concept peut nous aider à regarder, traiter, améliorer aussi, ou à accepter que quelque chose n'existe, enfin ne soit pas traité. Donc, je tiens beaucoup. Est-ce que vous voyez donc là les 5 différences, les 5 registres? Oui. Si vous avez une question à propos de... Mais chacun répond effectivement à une façon d'être au monde. Je pense que ça peut nous arriver aux uns et aux autres d'avoir soit un amoureux, une amoureuse, soit un ami, une amie, etc. D'arriver chez lui et d'être complètement étonné par le contraste entre la présentation, l'élégance de cette personne et sa façon d'habiter chez elle ou chez lui. D'ailleurs, il y a un très bon livre de Kaufmann à ce sujet, Le premier matin. Il raconte avec beaucoup d'humour, comme il sait le faire, la déconvenue, qui peut être cruelle quelquefois, d'avoir fait une rencontre amoureuse, érotique, extraordinaire, et le lendemain matin de se réveiller, donc chez la personne, et de s'apercevoir de l'état de la salle de bain, de l'état de la cuisine. Et je trouvais ça intéressant aussi de voir qu'on peut avoir été dans une forme de séduction, et tout à coup, pas seulement la saleté, mais ça peut être la crasse, ou ça peut être la souillure. Et combien c'est... Alors à ce moment-là, c'est rédhibitoire, c'est non négociable. Mais il peut y avoir vraiment un choc. Peut-être l'avez-vous vécu, et peut-être que ça vous rappelle des souvenirs un petit peu... Dans Marcel Pagnol. Oui, oui, exact, aussi. Merci. Il était amoureux, oui. Et puis voilà. Et c'est quelque chose qui s'est... Il était petit, hein, il avait 10 ans. Oui, oui, mais c'est vrai, j'avais oublié ça. Merci pour cette référence. Oui, c'est dans quel livre? Dans de mon planète. Non, oui, la gloire de mon planète. Et je crois que c'était dans le 3e, Le temps des secrets. Le temps des secrets. C'est celui-là. Merci beaucoup. Oui. Et donc, de façon plus anodine, je veux dire, relisez effectivement Kaufmann avec Le premier matin, et retrouvez aussi dans vos souvenirs quelques expériences qui ont pu être un petit peu désagréables à retrouver. Ce qui m'intéressait là, c'est de passer de quelque chose du corps, de la maison, du linge, et tout ça, et de l'hygiène, à ce thème plus facile à partager, parce qu'il est moins du côté de l'intimité, qui est celui de la pollution, donc plus politique, plus économique, avec donc ce que je disais dans l'état de veille, zéro déchet. Qu'en est-il de notre façon aujourd'hui aussi de supporter de moins en moins bien, sans doute, nos poubelles, le contenu des poubelles, ce qui se passe dans les magasins où nous sommes invités, évidemment, à payer très cher, non pas seulement en argent, mais en maltraitance de notre planète, du plastique, des cartons, du papier, et je pense bien sûr à Amazon, enfin tout ce qui nous est livré. Le jour où j'ai reçu un paquet comme ça, il y avait un petit livre dedans. Voilà. Et donc, bienvenue à notre inconfort, bienvenue à notre culpabilité de continuer à entretenir quelque chose dont nous savons bien que c'est tellement dommageable pour notre environnement. Voilà. Et plutôt que de le banaliser, c'est de le sentir. Voilà. Voilà pour la propreté, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure quand je la mettrai en regard avec le courage. Alors le courage... C'est intéressant, puisque la diète, moi j'aurais plus naturellement tendance à associer le courage avec la discipline qu'avec la propreté. Oui. Parce que moi, la propreté, on est plus du côté du contrôle, tu vois. Mais c'est justement ça qui m'a intéressée. C'était que... c'est ce qu'on dit à propos de l'ordre, d'autres l'ont dit mieux que moi, c'est que les deux dangers de l'ordre, c'est trop ou pas assez. Voilà. Et pour le courage, c'est la même chose. Ce qui m'intéresse, et ce que j'ai laissé entendre dans cette veille, j'aurais dû le rappeler, c'est, non, je l'ai dit tout à l'heure, que notre bonne santé passe par
une réflexion autour de tout ça, de ces concepts, mais aussi une réflexion sur tous les excès possibles. Bon. C'est manque d'hygiène, trop d'hygiène. Manque, alors, et pour le courage, je vais en parler maintenant, mais c'était plus facile de l'illustrer avec l'hygiène, parce qu'on voit bien tous les risques vraiment de pathologie du fait de, bien sûr, d'ailleurs dans l'état je disais pesticides au lieu de pesticides, vous avez pu noter ça, j'ai fait d'autres erreurs là aussi, mais oui, nous savons que nous sommes d'autant plus vulnérables physiologiquement que nous avons trop pris de médicaments d'antibiotiques et trop utilisé de détergents et de produits comme ça. Il y a quelque chose de notre capacité à résister à tout ça dont nous avons été privés. On sait bien que pour les bébés, c'est vraiment une question, ça, importante, qu'ils sont privés de l'élaboration, de la création, de la construction de cette santé qui a à voir avec homéostasie spontanément. Bon, ça me semble aussi plutôt une question de bon sens. Qu'est-ce que je vais tout le temps nettoyer. Ma cuisine, ça passe encore, mais mon bébé, non. Alors, quand je parle de courage, je vais reprendre là avec donc les opposés, parce que c'est toujours quelque chose qui est... Enfin, pour moi, vous savez que c'est mon premier réflexe de voir déjà les opposés. Bon, j'ai commencé par un terme qui n'est ni moral ni rien, qui est l'inhibition. Hein. Soit j'y vais, soit je n'y vais pas. Donc, bien sûr, nous avons vu il y a quelque temps, nous avons revu à plusieurs le film de René, Mon oncle d'Amérique, où il développe bien tout ce qui a à voir avec le travail d'Henri Laborie sur l'inhibition de l'action, auquel je rajoute, moi, parce que je suis plus intéressée aussi par ça, inhibition de la pensée, inhibition de l'émotion. Hein, c'est tout ce qui nous freine. Donc, oui, je commencerai par dire ça, c'est que le courage, oui, à condition d'avoir la double permission. Y aller ou ne pas y aller. Est-ce que j'ai le courage de ne pas le faire? Est-ce que j'ai le courage de ne pas le faire? Est-ce que j'ai la permission, la double permission? Sinon, ça devient obligation d'être héroïque, ou être dans l'exploit, ou bien condamnation à être dans l'inhibition, ou le refus, ou l'abandon de poste, ou tout à l'heure, c'est le mot que j'ai mis ici, c'est désertion. Voilà. Donc, vraiment là aussi, le mot-clé, double permission. Est-ce que j'ai le droit d'une chose et de son contraire? Donc, inhibition, lâcheté, je l'ai mis avec quelque chose qui me gêne un tout petit peu parce que j'y vois trop de morale, enfin c'est connoté avec de la morale, ce serait bien, ce serait mieux, etc. Donc lâcheté. Mais nous pouvons aussi nous interroger, notamment, bien sûr, à propos de ce que j'aime énoncer sur les situations de témoin de violence. Quand je suis témoin de violence, est-ce que j'ai le courage de répondre présente? Ou est-ce que je suis dans la lâcheté de détourner le regard, de faire comme si je n'avais pas vu, de faire semblant, etc. Là, ça me conviendrait de parler de lâcheté parce qu'il y a quelque chose d'une responsabilité que je ne prends pas. Évidemment, après, je mets abandon de poste, abandon de responsabilité de présence, avec, bien sûr, que je reprends le terme désertion, comme pour les militaires, avec cette grande sévérité, évidemment, au moment des guerres notamment, sur tout ce qui était désertion, parce qu'ils étaient... ils étaient exécutés, hein, ceux qui avaient déserté. Mais là, je dirais que on se rapproche de quelque chose qui est encore plus fort. Il y a eu un très bon documentaire il y a quelques jours aussi sur ce qui se passait dans les camps, avec effectivement la barbarie la plus étonnante, pas seulement dans les camps, etc., mais au quotidien, c'est la barbarie de l'indifférence. Et ça nous concerne tous. Il n'est pas seulement question de situation extrême, mais aujourd'hui, qu'en est-il de notre indifférence à la fin du JT, ou quand nous apprenons ce qui se passe dans d'autres pays, ou ce qui se passe au coin de la rue, ou ce qui se passe pour les enfants, ou ce qui se passe pour les femmes, etc. Donc là, le courage nous éclaire sur au moins le courage de savoir, le courage d'apprendre, le courage d'être informé. Ça ne veut pas dire que nous allions tous partir en guerre ou mettre des bombes, mais au moins déjà... au plus autant détourner le regard, mais apprendre, savoir, connaître, questionner, interroger, accepter aussi de connaître la réalité, hein, que ce soit pour n'importe quel sujet. La paresse, j'ai rédigé tout à l'heure justement un petit article sur la paresse, avec bien sûr les deux aspects.
la paresse qui est une vertu que je tiens beaucoup à réhabiliter. Pourquoi faire excessif alors qu'on peut faire à l'économie? C'est signe d'intelligence. Et quand on fait du recrutement, on prend plutôt quelqu'un qui est dans la paresse, c'est-à-dire qui va faire le minimum syndical pour ne pas faire d'heures sup, ça tombe bien. Et la paresse qui est aussi le risque du canapé qui entraîne endormissement, torpeur, manque de curiosité, manque d'appétit, manque d'élan de la vie. Donc il y a tout ça. Mais la paresse, et je trouve que c'est intéressant de l'associer aussi avec l'opposé du courage. Oui, voilà, c'est ça. Avant de la blâmer, quelquefois, il est bien de la réhabiliter. Pour avoir encore une fois... C'est la paresse, la procrastination? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est juste un gage de grande intelligence et de grande capacité à vivre son stress et à encombrer les autres, effectivement, enfin, de laisser les autres s'encombrer d'un stress qui ne leur appartient pas. Mais en général, la personne qui est dans la procrastination, que je jalouse beaucoup, elle a un talent pour évidemment gérer sa vie à l'économie, et c'est tout l'environnement Qui paye. qui accepte de payer, mais je demande, en tant que procrastinateur, je ne demande pas aux autres. Mais je vois, en tant que maman, j'ai quand même beaucoup, je me suis laissée beaucoup vivre le stress, faute évidemment d'être déjà dans une bonne distance et dans une confiance dans l'aptitude de tel et tel enfant à se débrouiller. Mais comme la procrastination est cousine germaine du sabotage, quelquefois nous ne savons pas distinguer les deux, et nous avons un stress légitime quand il s'agit de sabotage, c'est-à-dire c'est la même dynamique, mais dans le sabotage il y a échec, dans la procrastination il y a succès. Oui, on fait marcher les autres. Non, parce que là déjà vous mettez le spot sur la relation de dépendance souvent. Alors que non, je parle de la personne les deux, celui qui sabote, celui qui procrastine, ils ont le même comportement de différer, d'alterner, de plutôt regarder une série que de bachoter. Voilà. Et c'est le même comportement. Simplement, c'est à la dernière ligne droite, ou plutôt au moment des résultats, qu'on va savoir si c'était du sabotage parce qu'il y a échec, ou de la procrastination par succès. Donc, voilà. Et les deux, c'est une relation de dépendance? Non, c'est moi qui me mets en dépendance. Non. La personne, elle a construit quelque chose de sa façon d'être au monde, voilà, soit du côté de l'échec, soit du côté du succès. Mais là, je parle elles ont en commun un contrat de moyens, mais le contrat de résultat est radicalement différent. Voilà. Mais nous pouvons, j'ai pu me laisser effectivement contaminer par une peur qui est la mienne, de projeter sur l'autre quelque chose de mes propres angoisses, de mon anxiété. Mon anxiété m'a fait être la bonne élève qui révise tous les jours, etc. Et en face d'un enfant qui attend le dernier moment, le moment où il a ses chaussures pour partir pour l'école, de poser la question quel va être le plan que je fais. Voilà, j'étais juste un tout petit peu dans ce stress, à hauteur évidemment de mon souci pour mes enfants, mais de manque de confiance. Voilà. Mais ça, j'en parle effectivement dans d'autres articles. Alors, barbarie de l'indifférence, ça c'est... Donc, ce que je voulais aussi bien continuer à distinguer du côté du courage, c'est que soit on a l'exploit militaire, donc source de gratification, de médailles, etc., où on a le devoir au quotidien, qui est un courage plus modeste, que je renverrai avec un tout petit peu de partialité aux femmes. Mais ce qui est important de voir aussi, c'est que le courage dit militaire, il va susciter l'approbation de l'opinion publique. Le courage politique va faire juste l'inverse. Le courage politique va devoir contrer l'opinion publique. Et c'est ça qui me semble intéressant. Bon, je ferme ma parenthèse, mais au moment des élections et tout ça, c'est toujours intéressant d'y réfléchir. Donc, si je manque de courage, ça c'est une autre piste qui m'a semblé intéressante, c'est soit parce que j'ai peur, ce qui peut être complètement légitime, soit par intérêt. Vous voyez déjà, ce sont deux dynamiques qui ne renvoient pas à la même situation, soit morale, soit éthique. Notamment, quand nous analysons le manque de courage de certaines personnes en vue, ou dans des lobbies, ou dans des sociétés, nous pouvons voir que c'est plus l'intérêt
que la peur. Et c'est pas toujours visible à l'œil nu. Et puis en plus, c'est vendu d'une autre façon. Donc, ce que j'ai aimé dans le livre de Jean-François Degnaud, c'est ça, Jean-François Degnaud, c'est ça. Il parle du courage et j'aime bien, il dit, le courage, c'est avoir, alors moi j'aimais la faculté de cliver, de clivage, donc Scarlett O'Hara, c'est à plus tard la peur. Pour le moment, il y a une priorité, il y a quelque chose qui va provoquer que je vais oublier le reste, donc je donne priorité à un objectif, à un intérêt, etc. Et je dis, oui la peur, tu es là, et on se verra tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je reparle de clivage et de Scarlett O'Hara, qui dit, on y réfléchira plus tard. C'est une façon de... ce que j'ai trouvé intéressant aussi au fur et à mesure des lectures, je ne sais plus si c'était lui, Degnaud ou quelqu'un d'autre, qui disait que la peur, on peut aussi la sentir, par exemple pour un navigateur, il part en mer, première peur, il part la nuit, ou il va rencontrer la nuit, deuxième peur, et la troisième peur, avec tout ça qui s'associe, c'est de partir seul. Donc le navigateur qui part seul et qui est en pleine nuit, je pense qu'il touche le maximum, effectivement, de cette expérience de peur. Et la tempête, non, je prends celui de la foudre. Et la foudre, voilà. Et comment ça s'appelait celui qui était parti aussi à la voile, comme ça, Gérard d'Aboville. Alors là, bon, pour moi. En plus, alors lui, à la rame, c'est ça, à la rame. Et dans ses mémoires, il parle du moment où il y avait une tempête et il avait donc fermé sa coquille de noix, là. Et à un moment, il s'aperçoit que la bougie s'éteint. Et il se dit, je n'ai plus d'oxygène. Donc là, c'est juste pour un peu qu'il y a de la claustrophobie, peur d'être moche, voilà. Et donc, voilà, pour moi, un exemple de comportement ordalique, évidemment. Et dans mon... Parce que je n'ai pas la chance de connaître, mais je me disais, qu'est-ce qu'il a vécu? Et notamment, je me disais, qu'est-ce qu'il a pu vivre d'étouffement pour le remettre en scène comme ça et pour voir qu'il peut en réchapper. Voilà. Mais c'était pure projection de ma part. Parce qu'en fait, le principe de l'ordalisme, c'est que tu te remets dans des conditions... De danger mortel, oui, sans doute. Dans certaines situations, je ne vais pas le développer, pour moi, ça renvoie même à des expériences in utero. Je n'engage que ma responsabilité, ma sensibilité, mais aller au milieu de l'océan, sur une petite embarcation qui ressemble à une coquille de noix, et de s'apercevoir qu'il n'y a plus d'oxygène, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui renvoie à la vie intra-utérine. Évidemment, je suis là, au milieu. C'est grand quand même. Donc, on a été petit. Donc là, oui, on a été petit. Donc là, on est dans courage, ça renvoie, donc de la même façon que propreté, ça renvoie à intimité. Là, ça renvoie au défi de l'inconnu. De l'inconnu. Alors, il y a l'inconnu physique, je renvoie bien sûr au navigateur, etc. Et puis il y a toutes les autres formes d'inconnu, les hommes de science, donc pour tout ce qui a à voir avec la santé, ce qui a à voir aussi avec l'univers, ce qui renvoie... Enfin, chaque fois qu'il est question comme dirait Serge Boimard, de quitter le connu et de supporter effectivement le pas vers l'inconnu, tout ce qui est inconfortable. Donc, mieux je sais vivre cet inconfort de l'inconnu, mieux je vais pouvoir effectivement aller à la conquête du monde, sous quelque forme que ce soit. Il y a aussi effectivement le courage des sportifs, le courage des chercheurs, le courage... oui, mais toujours avec l'autre image, il y a le courage des choses exceptionnelles, il y a le courage des choses plus modestes, d'une forme de choix de vie qui suppose effectivement une discipline, qui suppose de remettre le métier, enfin de travailler sur le métier, etc., etc. Moi, je pense au courage de ceux qui ont eu un accident, on en parlait tout à l'heure, et qui, après 1 an, 2 ans de rééducation, émergent. Et donc, vous mettez à quel... Mais pour moi, c'est toujours du côté... Alors, c'était le courage, attendez, c'était briser la glace et attraper l'outil pour survivre. Et il y a l'autre courage, c'est appliquer 3 fois par jour, recommencer, avancer d'1 centimètre, continuer à faire votre rééducation. Et c'est ça que je trouve nécessaire de reprendre à toutes les phrases ou quasiment, parce que quand nous parlons
pensons courage, nous pensons exploit. Nous pensons action d'éclat. Nous pensons des choses qui vont être à l'origine de décorations, de médailles, de titres, etc. Exactement comme à la Légion d'honneur, il y a aussi toute une section dont j'ai beaucoup parlé avec mon père, c'était au péril de leur vie. Et donc ça, on est dans une version, comment je pourrais dire, d'une forme de séduction. Alors que c'est moins séduisant de parler des travailleurs sociaux ou des aides-soignantes et de ceux qui viennent dans le logement des personnes qui ont besoin d'aide 2 fois par jour, la toilette et tout ça. Hein. Et c'est ça qui est la réhabilité. Parce que c'est un courage qui n'est pas le même, hein, qui n'est pas sanctionné par un salaire mirobolant, ça loin de là. C'est le courage des instituts, c'est le courage des infirmières, c'est le courage de toutes ces personnes qui n'ont jamais brillé au sens social du terme et qui sont dans ce quotidien. Et c'est là, je redis bien, et qui ont, enfin moi c'est ce que j'admire, qui n'ont pas basculé dans une position de victime, mais qui donnent du sens à cette action au quotidien, avec de la générosité, avec oui, surtout de la générosité, hein, pour qui les autres sont des personnes. Les autres ne sont pas uniquement des objets, etc. Et ça, chapeau, chapeau, bien sûr. Quand je parle du courage, l'autre mot, mais qui va être aussi du côté de la propreté, vous allez voir, c'est celui du prix à payer. Ça, vous le soulignez encore et encore. Quand je dis la double permission, c'est une autre façon de dire, au moment de faire un choix d'action ou de non-action, etc., est-ce que je le fais à l'aveugle ou est-ce que ça me permet, en connaissance de cause, et je vous regarde aussi, madame, à propos de Ordalie. Si je suis dans un courage sain, sain pour moi, qui dit ma partie adulte et ma partie libre et pas seulement ma partie rebelle, effectivement, je mesure, pas forcément toujours de façon juste parce qu'il y a toujours les aléas et les inconnus, mais j'ai conscience quand même d'avoir mis mon adulte aux commandes et d'avoir pesé le pour le contre, d'avoir mesuré les risques de traverser l'Atlantique pas à la nage, mais à la rame. Voilà. Donc, est-ce que j'assume? Est-ce que je fais une enquête? Est-ce que j'assume? Est-ce que je suis prête finalement à payer le prix? Ou est-ce que je vais m'en plaindre après ou le faire payer par d'autres personnes? Ça, c'est le courage de l'action. Ce qui m'intéresse tout autant à propos de ce concept, c'est le courage de résister. Et en fait, c'est ça qui va m'introduire à Antigone, c'est résister à plus fort que soi. C'est le lanceur d'alerte, c'est quelque chose qui est une conviction, quelque chose qui me tient au cœur, au corps et à l'esprit et à l'âme, qui va justifier que je vais oser affronter, confronter, résister, m'opposer, protester. Et ça, c'est le courage aujourd'hui, effectivement, que nous valorisons, parce que c'est celui qui nous importe beaucoup, et qui est une affaire tout à fait personnelle, qui n'a rien à voir avec le militaire, qui n'a pas à voir non plus avec le quotidien, qui a à voir avec notre façon d'être au monde, et d'être dans une collectivité, et de nous sentir avoir la responsabilité de notre place, de notre rôle, de notre parole, de notre voix. C'est dire, c'est parler peut-être avant les autres, c'est parler peut-être mieux que les autres si nous avons une place, c'est parler finalement malgré. Et là, c'est le mot que je vous invite aussi à entourer sur vos jolies notes, que le courage, ça suppose toujours le mot malgré. Si ce n'est pas malgré, vous voyez, c'est quelque chose qui aura à voir avec une forme de conformité ou de confort même. Alors que courage va supposer identifier malgré. Est-ce que c'est malgré quelque chose de moi, malgré un handicap, une limite ou des peurs, ou est-ce que c'est aussi malgré l'opposition que je vais trouver en face de moi, la résistance. Alors, c'est un, ouais, voilà, et c'est la conscience de quelque chose qui va forcément susciter de la peur. Et donc payer le prix. Payer le prix, savoir qu'il y a quelque chose qui va me faire sortir de ma zone de confort, sortir d'une forme de sécurité, sortir d'une facilité, sortir aussi d'une forme de paresse, que ce soit intellectuellement ou autrement. Donc c'est parler, c'est dire, c'est
Et donc c'est parler malgré, parler mieux, parler avant, etc. Et parler, effectivement, contre. Parler contre. C'est ça le courage. C'est facile d'aller dans le mouvement la conformité à la pensée unique. Mais là, c'est en quoi est-ce que je vais me désolidariser de ce mouvement-là et oser m'insurger, oser protester et oser miser sur ma responsabilité aussi, mais ma place dans le social. Donc, connaissance du danger. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans un des livres que j'ai lu, parce que ça m'a beaucoup parlé, c'est qu'une des principales peurs relativement à cette question du courage, que ce soit sur le courage physique, le courage des explorateurs, le courage, etc., c'est la peur la peur du non-retour. Et moi, je pense aussi à ça pour les lanceurs d'alerte, hein, qui se mettent en danger et qui ne vont pas retrouver leur poste, qui ne vont pas retrouver leur fonction, qui ne vont pas retrouver la solidarité des autres. Hein. C'est donc, il y a forcément, tu dis, il y a le risque de perdre, alors perdre la vie pour certains, perdre le confort, perdre des privilèges, perdre un titre, et aussi perdre effectivement quelque chose de l'approbation du social ou du familial. Souligner ce mot approbation. C'est tellement plus confortable d'être approuvé par les voisins, les cousins, les copains, et c'est tellement un véritable stress par rapport à notre identité, par rapport à notre sécurité intérieure, que de vivre le contraire, c'est d'être désapprouvé, critiqué, remis en question, pas cru, pas entendu. Voilà. Donc avant d'être désapprouvé, il y a tout ça aussi qui sont autant de stress. Un autre auteur que je vais citer maintenant, parce que j'ai trop peur de l'oublier, et vous êtes plusieurs à savoir combien c'est vraiment pour moi un phare dans mes réflexions, c'est bien sûr Xavier Emmanueli avec tous ses livres, L'homme en état d'urgence, bien sûr mon préféré c'est Dernier avis avant la fin du monde, et lui, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il privilégie ce que je crois pouvoir nommer cette priorité de la générosité, c'est-à-dire tous les hommes sont mes frères, alors que Degnaud privilégie la vérité dans ses livres. Et c'est intéressant de voir ce que nous pourrions avoir comme concept, comme mot, chacun de nous, pour nous approcher de cette étoile. Quand nous faisons preuve de courage, qu'est-ce qui nous motive? Vers quoi est-ce que nous allons? Hein, et chacun, bien sûr, a ça. Mais pour moi, je suis, chaque fois que je relis un livre de Xavier Emmanueli, je suis vraiment touchée, effectivement, du courage qu'il illustre à toutes les pages. Hein, soit quand il est sur les fronts des guerres, etc., quand il est avec les sans-abri, avec les SDF, quand il est avec tous ces laissés pour compte dans le SAMU social. Et il le fait avec, vraiment, je peux dire, ce que j'ai jamais trouvé ailleurs avec autant de conviction, avec une véritable générosité, avec une bonté incontestable. Donc lui, c'est vraiment ça. Voilà, tous les hommes sont ses frères et c'est ce qui justifie cette fraternité. Peut-être que c'est ça son étoile. Cette fraternité, ça lui permet de mobiliser ce courage pour être avec chacun. Et notamment, c'est dans le premier chapitre de Dernier avant la fin du monde, c'est une lecture que j'ai dû faire il y a 30 ans et je suis encore avec cette émotion de la façon dont il parle de ses frères, justement, de nos frères. Degnaud, lui, parle des droits. Il dit, je ne sais pas très bien ce que sont les droits des hommes, mais je sais reconnaître, je ne suis pas sûre de le faire aussi bien, chaque fois qu'il y a non-respect du droit des hommes. Ça, je suis moins sûre parce que quand même c'est tout le travail que j'aime faire autour du déni. Hein, déni de la transgression, déni de la violence, déni de tout ça. Et lui a l'air plus sûr que moi de pouvoir faire la part des choses. Donc quand on parle de courage, j'aime bien redonner une autre expression qui est la force d'âme. Et c'est ça qui distingue encore la discipline. La discipline, ce n'est pas forcément une force d'âme, c'est une faculté de vivre la frustration, mais la force d'âme dit une autre dynamique, dit une autre implication, dit une autre façon d'être relié à soi et aux autres aussi, et à cette étoile. Et donc, quand je parle de ce courage des lanceurs d'alerte, je parle aussi
là, je vais reparler bien sûr de la propreté, de l'État, de l'institution. Voilà, je dirais de l'institution. L'institution, elle est là avec des règles, avec des lois et surtout avec un objectif de cohésion sociale. C'est là, ça va être l'ordre, ça va être la version différente de la propreté. La propreté vise effectivement à maintenir quelque chose d'un état statique, c'est-à-dire pour moi la propreté me renvoie au temps qui passe, c'est-à-dire qu'il y a l'usure, il y a la saleté, et ça nous dit bien que nous sommes dans un temps qui passe, et l'équivalent pour le social et le politique, c'est donc toujours cette volonté de nier, enfin de résister, plutôt pas de nier, de résister à l'évolution naturelle. Donc soit l'évolution, soit la révolution. Donc du côté de propreté, contrôle, loi, ordre, nous sommes du côté de la résistance au temps qui passe et au mouvement impératif. Exactement comme sur le plan affectif, émotionnel, psychologique, la tentation de résister au changement, alors que le courage est du côté du changement. C'est une première passerelle que je fais entre les deux. Voilà. Ça va pour toi? D'ailleurs, je repense aussi à une phrase de Napoléon qui disait le courage est la seule vertu qu'on ne peut pas feindre. Et c'est vrai. Ça rejoint ce que dit de nouveau, c'est à plus tard la peur, mais pour le moment j'ai peur, mais on ne pourra pas feindre le courage. Ou alors on pourrait le faire, si, j'aurais pu débattre avec Napoléon, mais c'est trop tard, quand nous sommes effectivement dans un tel clivage au sens pathologique du terme, que nous avons anesthésié, que nous avons tellement nié quelque chose de notre émotion et de notre peur, que nous sommes capables d'avancer comme un robot. Mais à ce moment-là, nous sommes déjà dans autre chose que le courage, sans doute. Nous sommes dans un pilote automatique qui nous ferait être à côté de nous. Une bombe à retardement, tout à fait. Voilà, donc je pense que j'ai oublié à propos de ce que je voulais partager à propos du courage. L'ordalie peut feindre le courage aussi. L'ordalie, c'est ça. Voilà, tout à fait, c'est ça aussi. Alors, pendant que je suis encouragée, donc, courage en situation exceptionnelle, courage au quotidien, mais aussi, j'avais envie de développer autre chose, qui est la situation de dépression. Et la dépression, si je dis que c'est être sans énergie, sans désir, sans courage, etc., sans mouvement, avant de pouvoir retrouver être avec du désir, du mouvement, etc., il faut vraiment passer par l'étape de courage malgré. Ce que je dis, il n'est pas question de se demander à ce moment-là, quand nous traversons des zones de turbulence, de dépression, de quoi est-ce que j'ai envie, c'est juste mourir ou rester au lit. Et donc c'est important de savoir qu'on va passer dans un courage malgré. Je vais le faire malgré parce que je sais que j'ai un plan hors sec, que j'ai décidé quelque chose, et donc là, ça nous permet de distinguer à nouveau désir et besoin. J'ai le désir de rien, et j'ai le besoin de bouger, d'accepter, de téléphoner, de faire la vaisselle. Voilà. Je me souviens très bien, c'était au moins il y a 35 ans, c'était une personne que je suivais pour sa dépression, elle disait avec beaucoup de choses qui nous renvoient à nos propres expériences, elle disait, le premier jour, je ne suis pas sortie de chez moi. Le deuxième jour, je ne me suis pas lavée, et le troisième jour, je ne me suis pas levée. Et c'était tout ça. On avait vraiment quelque chose qui avait à voir avec un courage qui se défaisait, qui se délitait, mais surtout quand elle disait « je ne me suis pas lavée ». On était aussi dans cette passerelle que je fais entre courage et propreté. Il y avait quelque chose d'un abandon d'elle, qui peut arriver pour certains, donc c'est tout le travail de Xavier Emmanuel, jusqu'à la perte de la dignité. C'est ça qui nous fait tellement violence. Dans quelque chose d'une hygiène qui n'est pas tenue, d'une intimité qui n'est pas respectée, d'une propreté qui n'est pas garantie. C'est bien ça qui est du côté de la honte. Voilà. Un courage du côté de la culpabilité, propreté du côté de la honte. Pourquoi culpabilité et courage? J'ai pas fait ce qu'il fallait faire. On est du côté du faire, le courage. Je n'ai pas bougé. Voilà. Je peux me sentir coupable de ne pas avoir osé, de ne pas avoir réagi.
Alors que du côté de la propreté, c'est vraiment quelque chose qui renvoie à qui je suis dans dignité, intimité, intégrité. Le mot que j'allais oublier de dire toujours à propos de courage, c'est ce mot tellement important pour moi et qui nous renvoie à obéir. La tentation, mais c'est tellement plus facile d'obéir que de désobéir, c'est ce que je disais à propos de lanceur d'alerte. L'obéissance, donc l'obéissance, est-ce que c'est respect des lois ou est-ce que c'est soumission à quelqu'un, au désir de quelqu'un? Mais enfin, forcément, être du côté du courage, c'est un moment ou un autre désobéir. Être du côté de l'institution, c'est plutôt la facilité d'obéir, de pensée unique, approbation, je vote comme ci, je vote comme ça, et je fais semblant, et je me soumets. Donc c'est le mot conformisme là. La séduction du conformisme et la difficulté du contraire, de la rébellion, de la contestation. Un mot que je n'ai pas encore dit et je l'aime bien, j'aime toujours remplacer courage par cœur à l'ouvrage. Vous vouliez poser une question? Oui, c'est que pour moi, le courage peut être au contraire une obéissance, une sorte de devoir du courage. Et à ce moment-là, c'est le respect de quelque chose, une valeur dira. Alors que quand je parle de cette obéissance suspecte, vous m'entendez souvent parler, ce sera la soumission au désir de quelqu'un pour éviter d'exister. C'est là qu'il y a dépendance, c'est là qu'il y a abandon de moi. Oui. Abandon de la liberté. On peut se mettre dans des situations qui demandent beaucoup de courage, qui est en fait comme un courage téléguidé. Mais pour moi, c'est pas le courage, c'est pas le cœur à l'ouvrage à ce moment-là. Non. C'est justement... C'est un abandon que je vais pouvoir... oui, mais c'est toute la question aussi que vous soulignez, Claire, à propos de ce qui se passe dans l'armée, etc. Oui, ça rejoint. Sacrifice. Oui, sacrifice. Donc je résiste à quelqu'un, je résiste à quelque chose de moi, je résiste... Enfin, c'est le mot résister qui est l'opposé d'obéir. Mais je peux effectivement accepter des choses importantes. Voilà. Il y a toujours dans le contraire, donc cette... Il n'y a pas forcément d'inhibition d'ailleurs dans ce cas-là, mais c'est pas la paresse non plus, c'est tout ce qui a à voir avec la tentation de la régression. C'est faire comme si on était encore des enfants. C'est ce que j'illustre ici. La santé comme aptitude à concilier le désir d'ordre avec quelque chose aussi de la facilité de l'obéissance et le besoin de désordre. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'association entre les deux, n'être ni seulement du côté de l'ordre, ni seulement du côté du désordre, mais relever le défi, chacun à sa façon, d'associer les deux. Mais ça dépendra de beaucoup de choses et notre signature, c'est ça. C'est comment est-ce que j'arrive à concilier les deux. Avec la référence, bien sûr, à nos besoins, au sommeil, à l'alimentation, au rythme, à la procrastination. Pour la personne en procrastination, évidemment, elle a bien valorisé cette sinusoïdale. Elle accepte d'être dans des choses comme ça, alors que c'est être ce que j'appelais la bonne élève, dans la régularité, d'apprendre tous les soirs, etc., de répéter ses verbes irréguliers, alors que, voilà. Mais vraiment, est-ce que vous entendez bien que ce dosage, il est éminemment personnel et original à chacun? Et il n'est pas à juger par les autres. C'est moi qui sais comment je peux trouver cette homéostasie minimum en associant les deux. Et ça me regarde moi. Ne laissez à personne le pouvoir de venir juger votre façon d'arriver à cette conciliation pour l'aventure de votre vie. Et c'est la vie de personne. C'est la différence entre Picasso et Matisse. Voilà, exactement. Voilà. Très bonne illustration. Matisse qui travaillait très régulièrement et Picasso qui était sans limite. Et là, tu parles de cœur à l'ouvrage, mais quand tu es dans la dépression et tu dois avoir du courage, il n'y a pas de cœur là-dedans. Je dis, à ce moment-là, le courage, il est malgré toute la tentation des semelles de plomb. C'est ce que je disais. Pour passer de 100 enfin de non à oui, encore faut-il accepter cette zone-là. Que je vais le faire en étant... j'ai pas encore de cœur à l'ouvrage, mais d'abord, j'ai pas de cœur et j'ai pas de courage. La transition, ça va être la discipline peut-être. La discipline, la confiance, effectivement, dans quelque chose, d'un passage, d'une transition. Voilà. C'est pour ça, c'est malgré.
Donc, tu penses que c'est possible de retrouver du cœur à l'ouvrage? Bien sûr, heureusement, parce que sinon... Non mais c'est une vraie question. Bien sûr. J'avais besoin de l'entendre. Oui, Je vois que j'ai entendu plein de fois. Merci pour Et donc là, votre cœur avec un H. Oui, heureusement. Et pour réagir aussi à votre interrogation tout à l'heure, Bénédicte, une autre façon de parler de cette obéir, c'est bien sûr le concept s'adapter, se suradapter. Donc, je m'adapte quand je profite de tout le potentiel que j'ai, et je me suradapte quand je suis dans l'abandon de ce potentiel et que je donne priorité aux attentes des autres, aux désirs des autres, aux demandes des autres, et qu'il y a quelque chose de moi que je ne respecte plus. Voilà, c'est ça. Et je deviens un peu victime, je flirte avec l'insatisfaction, etc. Mais c'était deux mots qui nous aident aussi. Je pensais aussi dans le courage des prisonniers et des otages. Je pensais bien sûr à Michel Vaujour. C'est toutes ces années avec sa discipline de yoga. Et pour moi, c'est un exemple de courage majuscule. C'est incroyable. C'est survivre au lieu de se résigner, au lieu d'être désabusé. Ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable au sens propre. Michel Vaujour. Okay. C'est incroyable, le nombre d'évasions qu'il a fait, on les comprend. Mais pas seulement des évasions, mais les 27 ans qu'il passe comme ça. Et notamment, oui, et puis toujours à trouver une idée. Ça suppose une force de caractère. Ah oui, c'est dingue. C'est force d'âme, force de caractère. Et Malika Oufkir. Oui, aussi. Dans la prisonnière. Exactement. Mais si tu veux, il était venu en rencontre exceptionnelle à l'association et j'ai encore le film qu'on a pris. Oui, mais à chaque fois, il arrive à en sortir. Puis de façon aussi s'évade. Donc, puisque tu posais la question tout à l'heure aussi, j'ai mis quelques mots comme synonyme ou paronyme de courage. Alors, j'avais mis le cran, la volonté. La volonté, c'est plutôt du côté de la discipline. La fermeté, la résolution. La résolution, c'est aussi un mot qui nous permet de passer le mauvais cap. La bravoure, la vaillance, j'avais la hardiesse, on est un peu en train du côté du casse-cou et donc peut-être de l'ordalie, de l'exploit aussi. L'énergie, l'ardeur, et c'était courageux comme un lion, ça dit aussi le côté animal, sauvage, et qui permet de supporter. Et puis, on a du côté aussi de l'héroïsme, j'avais mis témérité, intrépidité, héroïsme. Mais avant de dire casse-cou, j'aurais dû dire un autre mot que je trouve plus adapté à tout le monde, c'est le sang-froid aussi. Et l'audace? L'audace, oui, je ne l'ai pas encore dit, voilà, c'est ça. Sang-froid, constance, assurance, détermination. C'est là que j'ai mis audace, stoïcisme aussi. Voilà, desquels est-ce que nous nous rapprochons davantage? Je vois bien que ce qui m'intéresse, c'est comment la peur permet de passer au courage. Alors, parce que là, pour moi, enfin, je vois que, c'est bien que tu poses la question, parce que souvent, très souvent, dans notre culture, dans notre société, on parle de peur alors qu'on évoque l'inhibition. La peur, elle est toujours un outil à notre service pour plus de vigilance, plus de conscience de ce qui se passe, connaissance du danger. Et ensuite, effectivement, nous pouvons mobiliser quelque chose de notre instinct pour composer avec ça. Mais la peur, elle est toujours une aide, elle est toujours quelque chose d'une alliée. Je vois bien ce qui m'interroge le plus, c'est quand on a l'impression qu'en fait, le courage, c'est qu'on a squeezé la peur, alors qu'en fait, quand toi tu parles de courage, tu te dis, mais en fait, il y a la peur dans ce courage, mais qui permet de passer à l'action. Oui, et à ce moment, au moment de l'action, si c'est quelque chose de très ponctuel, je lui dis, à tout à l'heure la peur, mais notre faculté d'être dans du courage, et tout ce qu'on a vu de l'audace, etc., vient de ce que nous avons pu faire auparavant, d'apprivoiser notre peur. Si je n'apprivoise pas ma peur, eh bien, je vais soit ne pas supporter qu'elle m'envahisse, enfin, j'ai peur d'être envahie, et c'est à ce moment-là que je vais être dans l'inhibition, qu'on va appeler autour de moi la peur. Et que c'est radicalement différent. Oui, parce qu'elle peut ne pas se voir, elle peut se voir que par du courage et de l'action, en fait.
Parce qu'elle a pu provoquer, Ah, oui. Ou alors, l'extérieur, ça peut se transformer en oui, ça. Quoi. c'est ça. Et c'est pour ça que je la distingue bien de l'angoisse, évidemment, mais surtout de l'anxiété. L'anxiété, ça fait partie de notre condition humaine. Et donc, souvent, le courage, c'est malgré l'anxiété. C'est-à-dire l'anxiété que je définis toujours dans la tentation d'attendre de mauvaises nouvelles de demain. Et moi, je ne vois pas de courage s'il n'y a pas de peur. Pour moi, le C'est courage, c'est... C'est vrai? Parce que moi, c'est ce que je mets avec malgré. Malgré donc les peurs, malgré les résistances, malgré tout ça, bien sûr. Les deux sont associés. Et c'est pour ça, sans doute, merci de votre observation. Parce que je vois bien que le mot peur est tellement connoté dans notre culture, avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il peut nous tromper, alors que dans malgré, j'entends que c'est ça aussi que ça dit. Je vais y aller malgré. On confond souvent peur et Inhibition, c'est ça. Vous pouvez développer l'anxiété, Agnès? Oui, alors l'angoisse, enfin, je fais tout un autre atelier sur les peurs et tous les faux amis. L'angoisse, c'est quelque chose qui me fait me crisper. Je ne reconnais pas l'objet, alors que l'anxiété est davantage à explorer du côté de ma tentation, du fait de mon histoire, d'attendre des incidents. Je donne un exemple très personnel. Une de mes anxiétés, c'est toujours croire que je vais arriver en retard. Donc je pars trop bien avant pour aller à la gare. Mon anxiété, c'est il va y avoir un pépin. Le bus va crever, je n'y arrive vraiment pas tous les jours. Le métro va s'arrêter. Voilà. Et donc j'anticipe quelque chose. Enfin, je suis dans l'hallucination, dans une anticipation de quelque chose qui va mal se passer. Sur un domaine, c'est pas heureusement partout, parce que sinon je serais juste en train de regarder des séries aussi pour ne pas être dans la vraie vie, mais c'est quand même ça. Voilà. Alors, je continue. C'est ne pas être dans la confiance. Hein. C'est ça, c'est le contraire. Ben, je dis bien que on est du côté du contrôle, qui est le contraire de la confiance. Alors, je reprends ce qui me tient à cœur. Donc, je vais vous redire ce que vous faites à peu près à toutes les conférences. Vous faites 2 colonnes. À gauche, vous mettez c'est ça. Oui. Courage à gauche et propreté à droite. Et je vais juste vous livrer quelques mots comme ça, qui sont des pistes aussi, pour voir comment ça se combine, comment ça se croise, et exactement comme je vais le reprendre tout à l'heure avec Antigone et Créon. Donc, du côté du courage, je vais être du côté de résister. Du côté, donc, de la propreté qui a à voir aussi avec l'institution, je vais m'adapter. Courage, c'est du côté, ça peut être du côté de l'exploit, alors que je vais quand même avoir déjà un déplacement du devoir du côté de propreté et organisation. À gauche, je vais avoir malgré, ce que j'ai dit déjà plusieurs fois, alors que du côté propreté et institution, je vais avoir encore et encore. À gauche, je vais avoir enfant adapté rebelle et enfant libre, en analyse transactionnelle. Et à droite, côté de l'institution et de la propreté, je vais avoir bien sûr enfant adapté soumis. Dans courage, je dis non. Dans propreté et organisation, je dis oui. J'ai déjà dit donc, du côté du courage, sinon c'est la culpabilité, à droite, je vais avoir la honte. Alors, ça c'est aussi tout à fait à relativiser. Du côté du courage, on a les clichés que nous avons, c'est plutôt quelque chose qui est solo, c'est individuel. Alors que la propreté invite à quelque chose de plus collectif. Mais bien sûr, tout ça... le courage, dans les clichés, c'est masculin, la propreté, c'est féminin. Tout ça est à revoir. Dans le courage, on est du côté, on est en train de traiter le futur, l'avenir, alors propreté et institution, on est du côté de la solidité du passé, la tradition.
Voilà, autre chose que le risque du côté du courage, c'est de la toute-puissance. Et la propreté, bien sûr, mais ça, c'est tous les jours, c'est l'impuissance. Ça n'en finit jamais. De toujours recommencer, recommencer encore et encore. Donc, les risques aussi du côté du courage, c'est sans la connaissance du danger, je l'ai dit plusieurs fois, je le redis, et ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je le redis, c'est que du côté de la propreté, je vais reprendre un thème que vous avez sans doute traité quand vous étiez en classe de philo, c'est « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et je trouvais que c'était bien aussi pour illustrer ce que nous voyons à propos d'écologie et tout ça. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, je vais remettre aussi quelques concepts comme ça pour poursuivre notre réflexion. Du côté du courage, je mettais la nuit, tout ce que je disais avec toute la symbolique de la nuit. Et la symbolique qui correspond à la propreté, ça sera à la fois l'eau et le feu, comme élément de purification. Quand on parle surtout de souillure. Un mot que je n'ai pas encore dit, et je le regrette, c'est notamment quand je parlais de tout ce qui était à voir avec le sacré, le religieux, etc., c'est toute l'importance des rituels. Donc, du côté du sacré, on va avoir les rituels, et du côté du domestique, on va avoir les habitudes. Qui sont je n'appellerai pas ça rituel, mais même si on le dit, c'est les... Il y a un mot qui me manque là. Ce qu'on fait les automatismes, voilà. Quand vous rentrez chez vous, vous rangez, vous faites ci, vous passez, voilà. Donc ça n'a pas à voir avec le côté du sacré, c'est important, mais du domestique. Évidemment, mais ça je l'ai dit depuis le début, mais peut-être pas suffisamment. Du côté de désobéir, c'est accepter que le désordre soit supérieur à l'ordre. Et bien sûr, le principe même de la propreté, l'organisation de l'institution, on va être dans l'ordre qui doit être supérieur au désordre. Donc c'est là que je reprends bien sûr mes deux personnages, Antigone, avec quand même son prénom qui porte Anti. Anti, ça dit bien quelque chose de cette capacité donc, de dire non à plus fort que soi, envers et contre tout. Qui renvoie donc à un courage politique par opposition à son oncle qui lui est effectivement en charge de la cité et c'est lui qui est du côté du courage militaire. Là, au contraire, c'est maintenir quelque chose, maintenir la cohésion sociale. Donc lui, il est approuvé et dans l'approbation alors que c'est Antigone qui effectivement prend le risque d'être complètement, bien sûr, désapprouvé. Si vous avez l'occasion, relisez, bien sûr, Antigone d'Anouilh, qui est celui évidemment qui est le plus riche que... Donc, bien sûr, du côté d'Antigone, transgresser, oser, faire reculer les limites. Faire reculer les limites. Alors que du côté de Créon, c'est respecter les contraintes, les rituels aussi, les limites, et tout ça par rapport, là, c'est là qu'il y a une interférence, le courage de sa mission d'être gardien de la cohésion sociale. De veiller à ça, avec cette mission. Donc, évidemment, lui, c'est du côté du conformisme, avec tous les risques que ça suppose. Et donc, la question qui se pose des deux côtés, c'est la fin justifie-t-elle les moyens? Que ce soit du côté d'Antigone ou que ce soit du côté de Créon. Je me pose une question de tempo aussi entre oui, le courage alors, et la concentration. Oui, c'est pour, alors pour moi, j'aime bien dire que du côté du courage, c'est un choix arbitraire que je fais comme ça, et du côté du courage, il y a à voir
peut-être parce que c'est du côté du masculin, du territoire et du combat, avec l'espace, alors que du côté de la propreté, c'est avec le temps. Enfin, le temps qui passe, et chaque fois que je nettoie, je suis quand même dans un déni du temps qui passe. Je fais comme si il n'y avait pas eu. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur, à contrario, donc dans le domaine numérique, cet effacement n'est pas possible. Et donc comme s'il y avait un déni, enfin, quand je nettoie, je suis dans le déni de l'usure et du temps qui passe, de même que aussi pour le corps, tout ce que nous pouvons faire pour être dans cette dénégation aussi. Alors le numérique, ça inscrit autrement, donc avec la trace. Hein. Donc on n'est pas dans la tâche, on est dans la trace que ça laisse. Et c'est quand même quelque chose de... Et le courage, tu dis, c'est l'espace? Oui, pour moi c'est l'espace. C'est faire reculer les limites, tu vois, au sens symbolique, au sens géographique, bien sûr, d'une part, mais ça, on a un petit peu déplacé ça. Mais même, c'est pour la conquête au même mentale, c'est faire reculer les limites du savoir, c'est aussi l'espace, c'est aujourd'hui aussi les épaves qu'on va reconnaître. Aujourd'hui, bien sûr, on sait qu'une des conquêtes géographiques, ça sera effectivement les fonds sous-marins, etc., comme c'est aussi Mars et la Lune. Donc ça a quand même à voir avec l'inconnu qui est plus facile à représenter dans l'espace, alors que la propreté, ça a à voir avec le temps. Vous l'entendez ça? Le temps qui passe. Hein. Donc, ce que je n'ai pas encore exprimé, je regarde juste le temps qui passe aussi, le temps qui passe, c'est ce qui nous interroge aujourd'hui dans le concept de courage, c'est plein de domaines. Quel est l'ennemi? Et notre trouble aujourd'hui, c'est de ne pas savoir quel est l'ennemi. Et tout ce qui peut se passer avec les fake news, les mensonges aussi, les désinformations, c'est que ça vient apporter du trouble, c'est que nous voudrions bien peut-être protester ou acheter, mais nous ne savons plus ce dont nous avons à nous méfier. Je trouve que c'est vraiment une interrogation que sans doute nos parents et nos grands-parents n'avaient pas. Alors qu'aujourd'hui, nous avons encore plus cette obligation d'être dans investiguer, dénoncer, pas dénoncer, je vois, investiguer, connaître, remettre en question, qui est quand même le nom donc, de toute cette dynamique-là, pour rester en état de veille, le nom de ce que je mets en place là, pour pouvoir avoir de la jugeote, distinguer et savoir effectivement identifier ceux dont nous avons à nous méfier et ce qui pourrait être objet aussi de conquête légitime. Ah mais oui, mais je sais ce que j'ai aussi. Alors, je vous avais promis, le temps passe trop vite, comme d'habitude. Et donc je demande à quelqu'un de bien vouloir lire quelque chose. Est-ce que quelqu'un veut bien lire? Oui. Alors, vous allez lire. Alors ça c'est, d'abord que je présente, c'est Georges Vigarello. C'est celui dont je disais tout à l'heure qu'il a écrit tous ces sujets d'une façon absolument extraordinaire. L'hygiène du corps depuis le Moyen-Âge. Et il a écrit aussi, bon, il a écrit plein de choses et il a écrit également l'histoire des pratiques de santé, le sain et le malsain depuis le Moyen-Âge. C'est juste savoureux, vraiment. À côté des séries que vous regardez, c'est merveilleux. Alors, voilà, vous allez lire ça à partir de ces ablutions. En plus, c'est toi qui regardes le plus de séries, je pense, dans cette C'est ça, c'est ça. Je suis démasquée. Ces ablutions, appliquées chaque jour sur certaines parties du corps, sont faites une fois on parle de l'histoire, hein, de la propreté. Le matin en se levant. Quelques-unes, cependant, surtout chez la femme, se renouvellent plusieurs fois par jour. Nous ne les indiquerons pas. Nous voulons respecter le mystère de la propreté. Nous nous contenterons de faire observer que tout ce qui dépasse les bornes d'une hygiène saine et nécessaire conduit insensiblement à des résultats fâcheux. D'où ces pratiques d'ablution en chemise dont les couvents de religieuses offrent, au XIXe siècle, chemises dont les couvents de religieuses... Attendez, excusez-moi, du XIXe siècle, je suis de ligne. L'exemple extrême,
Nombreux sont les témoignages d'anciennes pensionnaires de couvents qui ne purent se baigner qu'enveloppées d'une chemise jusqu'au milieu du XIXe siècle. D'où encore ces résistances à l'immersion dans certaines familles de l'élite à la fin même du XIXe siècle. Personne de ma famille ne prenait de bain. On se levait dans un tub avec 5 cm d'eau. Ou bien on s'épongeait en de grandes cuvettes, mais l'idée de se plonger dans l'eau jusqu'au cou paraissait païenne, presque coupable. Lorsque, pour contenir la fièvre de la petite Pauline de Broglie, un médecin lui prescrit un bain en 1900, son entourage s'affole. Aucune baignoire dans cette maison pourtant richissime. Une baignoire est donc louée avant d'être placée, près d'un grand feu bien confus au mois de juin. Nouveau problème. L'enfant doit-il se dénuder? Impossible. Pauline est donc baignée avec sa chemise de nuit. Je continue là? Oui, Vous voulez jusqu'au bout là, c'est ça? Oui. Diffuser la pratique du bain, c'est aussi convaincre que celle-ci n'offense pas la pudeur. Le thème conserve sa force durant tout le XIXe siècle. Madame Staff s'évertue en 1892 encore à banaliser dénudement et immersion. Allusion insistante à une pureté physique qui rapprocherait des anges de la lumière. Allusion surtout à une mésinterprétation de la religion. L'impiété n'est pas de s'abandonner nu à l'eau, c'est au contraire ne pas prendre soin de son corps. Les réticences évoquées par Madame Staff et qu'elle combat ne sont pourtant pas directement religieuses. Ce sont les réticences de la tradition hésitant devant l'influence émolliente de l'eau. Celle qui associe tiédeur et lascivité, jusqu'à y voir quelques amorces de vice. C'est contre elle que lutte, entre autres, l'hygiène du XIXe siècle. D'autres obstacles plus marquants, sans doute, tiennent à l'absence relative de la circulation d'eau dans la ville. Ils tiennent aussi à la disparité entre propreté bourgeoise et propreté populaire. Ces deux thèmes méritent une attention particulière. Merci Sylvie. Donc là, il y avait vraiment, et ça ne date pas d'une époque si lointaine, et ça dit vraiment combien ça a évolué rapidement. Donc là, on parlait bien de pudeur, d'eau, de propreté, d'hygiène, enfin, tout est là, et de la peur, et de la peur. Et là, on en revient à quelque chose, la peur de tout ce qui pourrait être sensoriel, tout ce qui pourrait être de l'ordre de la satisfaction. Enfin, il y a vraiment cette grande peur du 19e. Voilà. Alors, qu'est-ce que je me prendrai encore? Je crois que je vais juste revenir, comme j'aime bien, donc alors surtout, si je retiens une idée, c'est celle que, au lieu que ce soit juste 2 colonnes comme ça, qu'on peut vraiment voir et les passerelles et les échanges. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur à la fois l'ordre, par exemple chez Antigone, à la fois le désir d'ordre et le besoin de désordre, et chez Créon aussi. Donc il y a quelque chose là d'une superposition par moment, d'une alternance aussi à d'autres moments, et de la nécessité de voir quelque chose de notre désir de bousculer et de notre besoin aussi, notre désir de garder, que ce soit dans la stabilité. Donc c'est vraiment ça sur quoi j'insiste, et c'est une chose à laquelle je reviens souvent, quels que soient les thèmes que je traite, c'est ordre et désordre. Et le mot que moi je retiens, c'est celui vraiment d'être dans la capacité d'éliminer. Et peut-être non encore plus, j'insiste sur le courage comme un outil au service de notre vie. Voilà. Merci de votre attention. Merci.